La physique quantique, vous en avez déjà entendu parler. Bon, j'en parle souvent moi-même en disant que donc ça a été élaboré, vous le savez, je pense que mes prédécesseurs vous l'ont dit, à la fin des années 1920. Les grands noms qui y sont associés sont Schrödinger, Heisenberg, Dirac, Born, Bohm. Et j'aime dire que c'est un candidat très valable au titre de plus grande aventure intellectuelle du XXe siècle, c'est-à-dire plus grande que la relativité, que la psychanalyse, que toutes ces choses-là. C'est vraiment quelque chose qui a bouleversé nos idées très très profondément et qui a aussi changé notre vie sur le plan pratique. C'est la théorie qui est à la base de notre compréhension physique du monde qui nous entoure. Ça explique la structure et la stabilité de la matière. Sans mécanique quantique, la matière n'est pas stable. Les électrons devraient tomber sur les noyaux et c'est en fait la physique quantique qui explique la stabilité de la matière. C'est aussi la physique quantique qui explique tous les échanges d'énergie, toutes les interactions entre la matière et le rayonnement, entre la matière et la lumière, la nature de la lumière elle-même, et ce formalisme est entièrement cohérent et parfaitement vérifié. Donc il a rencontré, je pense que vous avez déjà eu des exemples au cours des conférences précédentes, des immenses succès. C'est un formalisme parfaitement cohérent et aussi, ce qu'il faut bien savoir, c'est que ces applications sont innombrables. Beaucoup des objets techniques qui nous entourent sont en fait, ont pour origine la physique quantique. Bon, les exemples très souvent cités, c'est le transistor qui est caché dans toute l'informatique et l'électronique, le laser, ce que je tiens à la main là, qui est aussi un des éléments essentiels qui nous ont permis d'avoir Internet, par exemple, les communications sous les océans. Donc ça, c'est le côté positif, le bon côté de la force. Le moins bon côté de la force, enfin, en quelque sorte, c'est que la théorie quantique conserve un caractère un petit peu mystérieux. C'est une théorie non déterministe, c'est-à-dire il y a une espèce d'aléatoire intrinsèque, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, qui est aussi non locale en un certain sens. Il se passe des choses comme si un objet étendu formait un tout à l'intérieur duquel se passent des choses un peu mystérieuses. C'est ce qu'on appelle souvent la non-localité quantique. Et puis aussi, Serge Haroche a dû beaucoup vous en parler, il n'y a pas de correspondance simple entre les objets microphysiques, dont que décrit la mécanique quantique, et le monde macroscopique qui nous entoure. Cette espèce de transition mystérieuse qu'on appelle souvent décohérence est aussi quelque chose qui reste un peu énigmatique. Donc, ce que je voudrais présenter aujourd'hui, c'est revenir un petit peu sur, disons, le caractère un petit peu paradoxal de la mécanique quantique, c'est ce que j'appelle les révolutions quantiques, et puis présenter deux illustrations, donc la cryptographie quantique, et puis aussi les tentatives en cours pour essayer de faire le fameux ordinateur quantique. Donc les révolutions quantiques, alors c'est pareil, hein, c'est un exemple que j'aime bien donner. Une des illustrations les plus spectaculaires en fait de la nature quantique ou de la physique quantique, c'est la lumière. C'est la nature de la lumière. Qu'est-ce que la lumière vous connaissez le onde corpuscule et tout ça. Donc je vais revenir un petit peu là-dessus. Bon, historiquement, c'est une très vieille question. Qu'est-ce que la lumière? Est-ce qu'elle sort de nos yeux pour aller vers l'objet? Est-ce qu'elle vient de l'objet? Est-ce qu'il faut une source lumineuse? On se doute qu'il faut une source lumineuse. Donc là, c'est au Louvre, ça s'appelle la stèle de Tapéret. Ça, c'est une princesse égyptienne. Là, c'est le dieu, lumière. Tapéret, c'est la princesse. Et vous voyez que le dieu éclaire la princesse. Et ça, c'est les rayons lumineux qui sont représentés comme une pluie de fleurs. Donc c'est une belle image poétique pour les Égyptiens. La lumière, c'est une pluie de fleurs, effectivement, qui nous permet de vivre et bon, dont profite la princesse, là. Alors, ça c'était pré-scientifique. Quand on est vraiment rentré dans l'ère scientifique de la description de la lumière au XVIIe siècle, il y a tout de suite eu une bagarre, c'est-à-dire deux conceptions qui se sont opposées. Une conception qui consistait à dire que la lumière était formée de particules, c'était finalement des petits grains qui voyageaient vers notre œil, donc c'était en particulier défendu par Descartes, ou bien c'était des ondes, et là c'était défendu par le physicien hollandais Huygens, enfin prononcé à la française, parce que son nom je n'arrive pas à le prononcer à la hollandaise. Donc ça c'était resté un petit peu en suspens. Mais au XVIIIe siècle est arrivé Newton. Donc Newton, c'est le Newton de la gravitation, etc., qui lui avait décidé que la lumière était formée de particules. Et ça a clos le débat pendant un siècle, parce que son autorité scientifique était telle que plus personne ne pouvait s'y opposer. Donc on a cru pendant un certain temps que la lumière était bien formée de particules, mais en fait, au XIXe siècle, on s'est aperçu que ce n'était absolument pas le cas. Et donc il y a eu toute une série d'expériences, d'abord de théories, donc un nom très important, c'est Augustin Fresnel, qui était un Français, qui a commencé à décrire théoriquement la vibration lumineuse en utilisant le formalisme de Huygens et en calculant tous les effets qu'on appelle maintenant interférence et diffraction, qui établissent de manière particulièrement pertinente et visible et convaincante que la lumière a bien une nature ondulatoire.
Et finalement, à la fin du 19e siècle, ça a culminé dans ce qu'on a appelé les équations de Maxwell, qui est un ensemble d'équations extrêmement magnifiques. C'est vraiment un monument de la physique, et c'est toujours un monument de la physique, qui unifie en fait l'électricité et le magnétisme, et montre que les ondes électromagnétiques sont des vibrations, et que la lumière est une onde électromagnétique qui se propage donc à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, et à une fréquence très élevée, avec une longueur d'onde qu'on sait calculer aussi. Donc on considérait à la fin du 19e siècle que le problème était réglé, que la lumière était une onde. Mais vous avez déjà dû vous avez certainement entendu dans les conférences préférences que, catastrophe, au début du XXe siècle, sont arrivés Planck et Einstein qui ont dit, donc Planck c'était pour expliquer le corps noir, Einstein pour expliquer l'effet photoélectrique, que non, ça ne marchait pas. En fait, la lumière était quand même constituée de petits grains d'énergie qu'on a appelés plus tard les photons. Donc, toute cette affaire est un peu chaotique et disons, bon, il y a eu toutes les constitutions progressives de la science au cours des siècles, mais là, quand on en est arrivé là, alors que les équations de Maxwell semblaient fonctionner parfaitement et extrêmement bien décrire la lumière, le fait que Einstein en particulier y remette des particules a été un choc qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Et ce concept de photon, de grain d'énergie, était simplement inacceptable pour les physiciens. On a du mal à s'imaginer à quel point il était inacceptable. Et il a fallu en gros 15 ans, donc 10 ans d'expérience qui ont été effectuées par Millikan sur l'effet photoélectrique pour se convaincre que la théorie d'Einstein était bien la bonne et qu'on n'y coupait pas. La lumière était bien constituée de corpuscules, de grains d'énergie, au moins en un certain sens. Donc, alors Millikan, la petite histoire, dit qu'il voulait démontrer le contraire, il voulait démontrer qu'Einstein avait tort. Il a travaillé 10 ans, il en a conclu qu'Einstein avait raison. Il n'a pas l'air content ici, mais il a quand même eu le prix Nobel pour avoir démontré donc qu'Einstein avait raison. Et Einstein a eu le prix Nobel en 1921, justement pour l'effet photoélectrique. Alors après, c'était un peu la pagaille, puisqu'on avait ces espèces d'ondes qui étaient des corpuscules dont on ne savait plus trop que dire, mais est apparue la mécanique quantique. On s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'on croyait être des particules se comportait aussi comme des ondes, et en fait, tout était quantique. Et donc, il en est résulté une grande confusion, qui heureusement a duré peu de temps, et à la fin des années 20, est apparue, par magie, enfin, grâce à l'intuition de quelques physiciens géniaux, la mécanique quantique comme on la connaît maintenant, et qui a relativement peu évolué depuis cette époque. Alors, donc la seule description possible de tout ça, je vais revenir un peu là-dessus, c'est la physique quantique. Alors, c'est quand même un petit peu bizarre, hein, malgré tout ça. Donc, par exemple, peut-être que vous avez déjà vu cette citation dans les 2 exposés précédents, Erwin Schrödinger, qui est donc un des pères fondateurs de la théorie quantique, pensait encore que manipuler des objets quantiques uniques, un seul atome, un seul photon, était quelque chose d'invraisemblable, que la mécanique quantique, en fait, était vraie parce qu'elle parlait de grands ensembles de particules, pas de particules individuelles, mais que si on avait des particules individuelles, on aurait des conséquences ridicules. Et il a dit ça en 1952, ce qui était quand même tardif. Et justement, ça a complètement changé. Une des choses que je vais vous montrer, c'est que maintenant, on est parfaitement capable d'isoler et de voir se comporter des objets quantiques individuels. Voilà, alors un petit exemple donc pour quelque chose qui serait quelque chose comme le cauchemar de Heisenberg. Ce serait quelque chose qui est un pistolet à photons. C'est un pistolet, chaque fois que j'appuie sur le bouton, j'obtiens un photon. Et puis si j'appuie, j'obtiens un autre photon, voilà. Donc c'est quelque chose qui émet des objets quantiques individuels à la demande. Et ça, je vais vous revenir dans un instant sur les propriétés bizarres du photon. C'est quelque chose qui est extrêmement choquant, puisque si je vous parle de clics, c'est des particules, effectivement, mais l'aspect ondulatoire est quand même présent. Et disons, mettre tout ça ensemble n'est pas du tout évident. Donc, est-ce qu'on peut fabriquer ce pistolet à photons? Alors, la réponse est oui. On sait pratiquement le fabriquer très très bien maintenant. Donc je vais vous donner, il y a de multiples façons de le fabriquer. Vous avez vu, Serge Haroche manipule des photons individuels, mais je vais présenter une expérience beaucoup plus simple. Comment arriver à avoir des photons un par un? Donc d'abord, dans un faisceau lumineux, là, comme mon laser ou comme les lampes, il y a à peu près 10 puissance 20 photons par seconde. Alors 10 puissance 20, ça fait beaucoup de photons. J'en veux qu'un. Comment savoir qu'il n'y en a qu'un? J'en veux un seul à la fois. Bon, alors on peut imaginer un petit truc. On sait, si on en a fait un petit peu de physique quantique, que si on a un atome, si on l'excite, il va réémettre, et s'il y a un seul atome, il va réémettre un seul photon. Donc un truc possible, pour avoir un photon unique, c'est d'avoir un atome unique. Si j'arrive à attraper un seul atome et à l'éclairer, à lui communiquer de l'énergie, normalement, quand il perd son énergie, il va la restituer en faisant ce qu'on appelle un saut quantique, il va descendre de niveau d'énergie, et ce qui va sortir de l'atome, ça va être un seul photon. Bon.
Alors on peut dire je triche un petit peu parce que si j'ai un petit bout de n'importe quoi, vous savez que dans 12 grammes de carbone 12, il y a 10 puissance 23 atomes, c'est pas très loin de 10 puissance 20 photons. Ça veut dire qu'il y a des zillions d'atomes dans n'importe quel bout de n'importe quoi. Comment je vais faire pour en avoir qu'un? Alors en fait, en avoir qu'un d'atome, c'est pas si difficile que ça. Il y a des tas et des tas de trucs et des tas et des tas d'expériences maintenant où on arrive très bien à isoler des atomes uniques. Donc je vais vous en montrer une qui n'est pas compliquée. Donc c'est basé sur du diamant. Donc le diamant, c'est du carbone, vous savez, qui est arrangé très régulièrement. Donc il y a beaucoup d'atomes de carbone. Mais de temps en temps, dans le diamant, il y a des défauts. Et on s'intéresse à un défaut qui s'appelle centre NV. Donc N, c'est un atome d'azote. Et V, c'est une lacune. C'est vacancy. Donc ça fait une espèce de molécule. Et il n'y en a pas beaucoup dans le diamant. Donc si vous avez un bout de diamant, vous pouvez imaginer que c'est surtout du carbone. Et puis de temps en temps, il y a ce petit centre NV qui est tout seul. Et il est bloqué dans la matrice de diamant. C'est-à-dire il est là, il est stable. Et si j'arrive à l'éclairer, je peux l'avoir sous mon microscope et il devrait émettre comme un seul atome. Parce que justement, c'est un seul objet qui est compris dans le diamant. Alors on a aussi ces trucs-là dans des petits grains de diamant. Donc si on a des petits grains de diamant, ça peut être plus pratique. Donc il y a toujours des zillions d'atomes de carbone dans un petit grain de diamant, même s'il est tout petit. Mais au milieu, il y a un petit centre NV. Et si j'arrive à l'éclairer, je devrais récupérer un seul photon. Alors comment on fait une expérience? Une petite expérience pas très compliquée. Je prends un microscope, ça c'est un objectif de microscope, je mets mon petit bout de diamant avec son petit centre NV, et puis avec un laser tout à fait similaire à celui que j'ai à la main, mais disons il est vert, je me promène sur le diamant, et puis j'essaye de trouver mon centre NV, et si je le trouve, il va se mettre à émettre de la lumière. Et s'il émet de la lumière, et s'il n'y a qu'un seul atome, il devrait émettre des photons un par un. Alors je récolte les photons qu'il émet, alors je l'éclaire dans le vert, il a le bon goût d'émettre dans le rouge, donc le rouge part par là, et puis là j'envoie vers un système des compteurs de photons, je vais préciser ça tout à l'heure, qui vont me donner un critère qui me dit que les photons sortent bien un par un de mon centre NV. Alors, juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passe si on regarde ce... Donc, si j'ai mon petit bout de diamant, là, alors vous voyez l'échelle, c'est 5 microns, 5 millièmes de millimètre. Je balaye avec mon laser, je vois rien, je vois rien, je vois rien. Et puis là, ça se met à briller. Ah, je l'ai trouvé. Je continue, il n'y a plus rien. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette tache lumineuse, c'est des photons qui sortent du centre NV, la taille de la tache, c'est à peu près 1 micron. Donc, c'est ce qu'on appelle la résolution optique du microscope. La taille de l'atome, elle est 10 000 fois plus petite. Mais je vois une tache lumineuse, c'est exactement comme quand on voit un objet brillant à la surface de la mer. On voit que ça brille, on se dit c'est un bateau. Là, je dis ça brille, c'est un seul atome. Et c'est bien un seul atome dans ce cas-là. Donc on peut aussi compter les photons et effectivement on voit une tache brillante dont on a des tas de raisons de penser, et je vais le prouver tout à l'heure, que c'est bien un seul atome. Alors comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y a qu'un seul photon à la fois? Donc là c'est un petit truc, on peut envoyer des impulsions lumineuses, donc dans des impulsions lumineuses par exemple avec mon laser, si je fais comme ça, je vais faire des impulsions lumineuses. En général dans une seule impulsion il n'y a pas qu'un seul photon, il y a 0, 1, 2, 3, il y a un nombre aléatoire de photons, mais là j'en veux qu'un. Donc si j'en ai vraiment qu'un, si je suis capable de fabriquer des impulsions qui ont chacune un photon, je peux essayer de couper en deux ces impulsions, ça c'est un miroir qui réfléchit à moitié, je vais vers deux détecteurs, et si j'ai un seul photon, c'est un détecteur qui compte les photons, ce seul photon va me faire un seul clic. Donc si j'essaye de couper mon impulsion, je vais avoir un clic ici ou un clic là, mais jamais de double clic. Et l'absence de double clic dans la même impulsion est une preuve directe expérimentale que j'ai qu'un seul photon. Si j'en ai deux, j'ai un double clic, j'ai un clic là, un clic là. Si j'en ai qu'un, j'ai un clic là ou bien un clic là, mais jamais de clic simultané. Donc on peut faire cette expérience soit en envoyant des impulsions laser atténuées, et on compte les doubles clics. Donc à délai nul, là c'est un double clic à l'intérieur d'une impulsion, et puis j'ai d'autres doubles clics qui sont un clic sur un premier photodétecteur, il y a une impulsion, et puis sur l'autre détecteur, il y a l'impulsion suivante. Donc j'ai d'autres pics. Donc ça c'est le pic à délai nul, c'est deux photons qui sont compris dans la même impulsion, et donc pour un laser atténué, pour une impulsion faible, il y a une probabilité non nulle d'avoir deux photons dans la même impulsion. Et puis ça c'est deux photons, mais dans des impulsions différentes. Donc maintenant, si je remplace mon laser par mon petit centre NV, là, que j'éclaire avec les mêmes impulsions, ce que j'obtiens, c'est quelque chose comme ça. Et vous voyez que le pic au milieu a disparu, ou il est devenu tout petit. Et la disparition de ce pic me dit exactement ce que je voulais, c'est que cette fois-ci, j'ai un photon qui va soit d'un côté, soit de l'autre, mais qui ne donne jamais lieu à de doubles impulsions. Alors par contre, j'ai toujours des doubles impulsions, il y a bien quand même de la lumière qui sort de mon centre NV, mais si je veux deux photons, il faut prendre un photon dans une impulsion et un autre photon dans l'impulsion suivante. Dans la même impulsion, je n'ai jamais deux photons.
Donc c'est la disparition de ce pic central ici qui prouve que les photons sortent bien un par un de l'élément que j'étudie. Et comme les photons sortent un par un, ben on dit aussi que c'est un seul atome. Ça va ensemble. Alors, on peut le faire en vrai. Alors, ça c'est sa source à photons uniques. Donc, on avait fait une expérience, c'était à Cachan, ça, à l'ENS Cachan. Donc, on envoie nos photons uniques, on les divise comme ça par des prismes, de manière à ce qu'ils aillent sur 2 détecteurs. Et puis, on compte donc les coïncidences, savoir s'ils arrivent sur celui-ci, sur celui-là, en fonction du délai entre les coïncidences. Donc, là, on le voit en vrai. Donc, c'est les petits photons qui apparaissent. Donc, vous voyez qu'à délai nul, ben, on ne devrait pas avoir de pic, et effectivement, on n'a vraiment pas grand-chose. Alors, il y a toujours un petit défaut, hein, parce que c'est une manip, donc il y a quelques paires de photons qui sortent du fond de la mer, du diamant lui-même. Mais essentiellement, ici, c'est tout petit, et puis là, on a des photons qui sont donc des photons décalés dans le temps, un dans une impulsion et l'autre dans la suivante. Donc, on conclurait de ça, normalement, dans un cadre classique, que le photon est vraiment un corpuscule. C'est-à-dire, il donne lieu à un aléatoire classique, comme un tirage à pile ou face, ça va à droite ou à gauche, mais il n'y a jamais de coup double, puisque le photon ne se partage pas. Alors, évidemment, l'expérience est faite comme ça. Mais c'est là qu'on rentre dans les mystères de la mécanique quantique, et qu'on oublie qu'on ne faut pas oublier que le photon, c'est aussi une onde. Donc, si on va voir un endroit où il peut y avoir des interférences, est-ce qu'on ne va pas en voir ? Alors évidemment, pour qu'il y ait des interférences entre ce faisceau-ci et ce faisceau-là, qui sont en fait 2 morceaux du même photon d'une certaine façon, il faut aller voir à l'endroit où les faisceaux se recouvrent, c'est-à-dire ici. Donc on va voir ici, donc on change de détecteur, on met cette fois-ci un détecteur qui fait une image, qui regarde ce qui se passe ici, et puis donc on se met à lancer les photons, et puis là, donc les photons, ils arrivent un par un. C'est exactement les mêmes photons uniques que tout à l'heure, mais vous voyez qu'ils arrivent, donc ils arrivent sur cette espèce d'écran, mais si on attend suffisamment, on voit donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on les somme par colonne. Vous voyez se dessiner peu à peu des oscillations en fonction de l'espace, c'est ce qui est dessiné ici aussi, qui sont des franges d'interférence. Donc qui disent qu'il y a des interférences comme si la lumière était une onde, alors que c'est exactement les mêmes photons. Ici, là, j'ai rien changé, c'est exactement les mêmes photons que tout à l'heure. Donc, on a abouti à ces situations un petit peu bizarres où le même objet, on peut lui attribuer, suivant l'expérience qu'on fait, si on le regarde, une nature corpusculaire ou une nature ondulatoire. Si on regarde ici, c'est une onde. Si on regarde là, c'est un corpuscule. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, ce que je dis usuellement à mes étudiants, c'est en fait, ce n'est ni une onde ni un corpuscule. Mais c'est quelque chose qui peut apparaître tantôt comme une onde, tantôt comme un corpuscule. C'est un objet, c'est une entité quantique dont le comportement dépend, en un certain sens, de l'expérience qu'on fait. Alors, donc tout ça est un peu bizarre. C'est bizarre chaque fois qu'on essaye de replaquer dessus des images classiques. Si on reste dans un cadre quantique, tout se passe bien. La mécanique quantique est parfaitement capable de décrire à la fois le caractère ondulatoire et le caractère corpusculaire du photon. Voilà, donc c'était... Alors, bon, à partir de cette idée-là, disons, il y a d'innombrables expériences qui illustrent ces propriétés. Je pense que vous en avez vu plusieurs dans les exposés précédents. Et ce sur quoi je voudrais passer maintenant, c'est l'idée suivante. Est-ce qu'on ne peut pas, comme ces propriétés sont visiblement bizarres, est-ce qu'on ne peut pas les utiliser pour faire des choses qu'on ne peut pas faire dans le monde classique ? Et c'est un point de vue qui est apparu à la fin du XXe siècle, pardon. Oui, on a déjà un siècle de plus, c'est-à-dire en gros dans les années 80, à la fin des années 80, début des années 90, peut-on utiliser le photon ou les objets quantiques en général, puisqu'en fait les atomes c'est aussi des ondes en un certain sens, pour transmettre ou traiter plus efficacement l'information. Et donc, c'est le très célèbre physicien Richard Feynman, en 82, qui avait dit que, en fait, quand on a un système quantique compliqué, il est rapidement tellement compliqué que, visiblement, aucun ordinateur classique ne va pouvoir calculer ce qui s'y passe. Donc, pourquoi pas utiliser le système lui-même pour calculer son propre comportement ? Donc, c'est une idée qu'on appelle simulateur quantique ou simulating physics with computers. On utilise un système quantique pour faire un calcul dont on sait qu'il sera infaisable classiquement, simplement parce qu'il est trop compliqué. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi il est si compliqué. On n'a pas assez de variables pour décrire, on n'a pas assez de variables classiques pour décrire le comportement quantique du système. Donc il y a 2 grands champs d'application qui sont très étudiés, ce qu'on appelle la cryptographie quantique. Donc l'idée c'est de distribuer des secrets en utilisant la physique quantique, et puis le calcul quantique. Mais comme les 2 sujets sont reliés, en fait, je vais parler des 2 en commençant par celui-ci et puis en allant vers ça. Voilà, donc la cryptographie quantique. Donc la cryptographie, c'est l'échange de messages secrets.
Il y a un petit folklore que vous connaissez peut-être déjà. Donc, il y a deux personnages qu'on appelle en général Alice et Bob, donc qui sont A et B, qui essayent d'échanger un message, sachant que c'est quelque chose qui se passe tout le temps dans la vie quotidienne. C'est exactement ce que vous faites quand vous commandez, par exemple, un billet de train à la SNCF ou quoi que ce soit de similaire. Et puis il y a un méchant ou une méchante, donc Ève, qui essaye d'intercepter cette communication par tous les moyens possibles. Donc c'est simplement, disons, Alice, Bob, Ève, c'est le folklore que tout le monde utilise pour se référer aux personnes qui veulent échanger de l'information et à un attaquant éventuel, qui n'existe pas forcément d'ailleurs, mais Alice et Bob, c'est vous, hein, d'accord? Alors, comment est-ce qu'on fait en pratique? Donc, quand on commande quelque chose sur Internet, par exemple, donc on utilise un système qui s'appelle cryptographie à clé publique, parce que, par exemple, quand vous voulez acheter un billet sur Internet, vous n'avez pas échangé de secret préalable avec la SNCF. Ou avec le centre des impôts, ou avec quoi que ce soit. Vous n'avez pas de secret préalable, mais néanmoins, vous ne voulez pas révéler le numéro de votre carte bleue. Donc la technique qu'on utilise s'appelle cryptographie à clé publique. Donc ça, c'est la SNCF qui doit recevoir votre numéro de carte bleue, que vous ne voulez pas révéler, bien sûr. Donc l'astuce, schématiquement, symboliquement, si vous voulez, c'est que le site web, ou en fait Bob, ici, va distribuer quelque chose qui s'apparente à un cadenas ouvert dont il conserve la clé. Donc tout le monde a le cadenas ouvert, mais il est le seul à avoir la clé. Donc Alice, qui veut coder ses données, c'est son numéro de carte bleue, reçoit le fameux cadenas ouvert et son ordinateur fabrique une petite opération qui est équivalente à fermer le cadenas. Et une fois que le cadenas est fermé, personne ne peut l'ouvrir en principe parce qu'il n'y a que Bob qui a la clé. Donc évidemment, ce n'est pas un vrai cadenas, pas une vraie clé, c'est que des chiffres et que de l'informatique. Donc le mystère, c'est qu'est-ce que c'est que la clé et qu'est-ce qui fait que Bob a la clé alors que personne d'autre peut l'avoir, alors que tout ça, c'est que des chiffres. Donc l'astuce, c'est que, alors oui, bien sûr, une fois que c'est crypté, Alice peut renvoyer le message chiffré à Bob. Comme Bob a la clé, il peut ouvrir le cadenas. Donc qu'est-ce qui garantit le secret? Qu'est-ce qui fait que la clé est secrète? Eh bien, en fait, la clé, en vrai, c'est un produit P de deux très grands nombres. Donc Bob, comme il a ces deux nombres, A et B, il peut très facilement calculer leur produit et il peut très facilement obtenir P. Ensuite, P, c'est ça le cadenas ouvert. Donc tout le monde récupère P, donc tout le monde peut crypter en utilisant P. Par contre, pour décrypter, il faut connaître A et B. L'opération mathématique est faite de telle sorte que tous ceux qui ont P peuvent fermer le cadenas, mais pour ouvrir le cadenas, pour décrypter, pour inverser l'opération mathématique, il faut connaître A et B. Et ça, c'est très difficile. Si je vous donne le produit de deux nombres, il est très difficile de les factoriser. Et c'est ça qui garantit la sécurité du système. Donc le secret repose sur une difficulté technique, en fait. C'est que si je vous donne deux nombres, il est très facile de les multiplier. Mais si je vous donne un nombre qui est le produit de deux nombres grands, il est très difficile de les factoriser. Alors évidemment, avec 15, ça ne marche pas. Avec 27 non plus. Mais si le nombre est grand, ça devient très difficile, exponentiellement difficile. Alors juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, donc ça c'est donc il faut pas faire n'importe quoi. Il faut utiliser des clés correctes qu'on achète, hein, qui sont fournies par les logiciels. Donc le nombre de chiffres, le RSA là, ça veut dire que c'est une clé, et le 120 qui est après, c'est le nombre de chiffres dans la clé. Donc là, ça veut dire que c'est un nombre à 120 chiffres. Et donc, vous voyez qu'on factorisait péniblement en 93 ce nombre à 120 chiffres. Et puis, quand le temps a passé, il a fallu faire des clés de plus en plus grandes parce que les ordinateurs étaient de plus en plus puissants, les algorithmes de plus en plus puissants aussi. Et par exemple, en 99, il fallait 155 chiffres pour être sûr. Alors, vous me disiez, l'augmentation n'est pas beaucoup, mais le temps de calcul augmente exponentiellement. Je me donnerai un chiffre tout à l'heure. Et puis maintenant, on en est où? Disons, un record 2009, par exemple, c'est 232 chiffres. Et alors, à chaque fois, si vous prenez ce type de calcul, par exemple celui-ci, c'est typiquement 3 mois de calcul. Donc 3 mois de calcul sur une grosse machine, ça va être un calcul un peu pénible, mais qu'on peut faire avec un bon espion, doit pouvoir faire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de constater que si on ramène ça à une puissance de calcul, la puissance de calcul entre celui-ci, 99, et celui-là, 2009, a augmenté d'un facteur 1000 à peu près. C'est la fameuse loi de Moore, si vous voulez, les ordinateurs vont de plus en plus vite, les algorithmes sont de plus en plus astucieux. Donc en fait, c'est une espèce de course. Il faut des nombres de plus en plus grands si on veut préserver le secret de la factorisation. Quelque chose comme ça, là, qu'on utilisait il y a 20 ans, c'est pas sûr du tout. Ça se factorise facilement sur un PC.
Donc, en fait, ce truc est un petit peu limite, on s'en sert tout le temps, et puis on confie notre numéro de carte bleue à ce système, mais il existe de nombreux cas particuliers où on peut factoriser. Bien sûr, il faut bien choisir les nombres, si on les choisit mal, ça ne va pas, donc on les achète. Il n'y a pas de preuve de sécurité, il n'y a aucune preuve qui dit qu'il est... On sait que c'est dur, mais par contre, il n'y a pas de preuve que c'est dur. Quelqu'un de très astucieux pourrait peut-être d'un jour au lendemain trouver quelque chose qui factorise très vite. Et c'est arrivé, puisque en 1994, Peter Shor a démontré que si on avait un ordinateur quantique, eh bien, on pourrait factoriser très vite. Donc ça a fait une énorme effervescence à l'époque, qui est un peu retombée depuis, hein, donc il y a une vingtaine d'années. Donc qu'un ordinateur quantique serait capable de factoriser très vite, en utilisant justement, en changeant la physique du calculateur, on pourrait se mettre à factoriser très vite. Alors, je vous donne des chiffres, juste pour voir ce que... Donc ça, c'est une petite formule qui donne le temps de calcul de la factorisation avec le meilleur algorithme connu, celui qui était sur le transparent précédent. Alors, vous voyez que c'est quelque chose qu'on dit... C'est légèrement sub-exponentiel. Il y a des racines cubiques de log de machin truc, mais ça croît quand même essentiellement exponentiellement. Donc, ça veut dire que si je prends une clé de 512 bits, c'est-à-dire ma clé de 155 chiffres de tout à l'heure, et j'admets qu'il faut 3 mois pour la factoriser, si je double le nombre de bits, ce qui n'est pas trop, je passe à 1024 bits, le rapport des temps de calcul, c'est ça. Ça veut dire que le temps de calcul passe de 3 mois à 1 million d'années. Donc vous voyez, en doublant, et alors donc actuellement on n'utilise plus des clés de 512 bits, on utilise des clés de 1024 bits, et on compte en gros, on évalue que s'il faut 3 mois pour factoriser une clé de 512 bits, il va falloir 1 million d'années pour factoriser une clé de 1024, et donc c'est pas possible. Mais il est clair que dans 10 ans, on factorisera des clés de 1024 bits, simplement parce qu'entre-temps, les ordinateurs ont fait des tas de progrès. Il n'y aura même pas besoin d'ordinateur quantique pour ça. Donc maintenant, si on prend un ordinateur quantique, son temps de calcul, c'est ça. Et vous voyez que si on double la taille de la clé, le temps de calcul augmente seulement d'un facteur 8. Donc ça c'est ce qu'on appelle un temps de calcul exponentiel qui croît extrêmement vite avec la taille du nombre qu'on cherche à factoriser, tandis que ça c'est polynomial, ça va beaucoup moins vite. Ça augmente beaucoup moins vite, pardon, et donc ça fait que cette sécurité exponentielle qui existait pour cet algorithme n'existerait plus si on disposait de ce fameux ordinateur quantique. Donc ça a donné un énorme coup de booster, comme on dit, à la recherche en information quantique, puisque cet ordinateur était magique en quelque sorte. Il transformait un problème réputé extrêmement difficile en problème presque trivial. Alors, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. On s'est aperçu que, en fait, ce qui n'est pas trivial, c'est de le fabriquer, l'ordinateur. Mais par contre, le raisonnement est correct. La preuve mathématique que si on disposait d'un tel ordinateur qui n'est pas interdit par la physique, les algorithmiciens, informaticiens sont bien convaincus que ça irait effectivement beaucoup plus vite. Alors, si je reviens à Alice et Bob, on peut dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eh bien, l'idée, c'est que si ce système à clé publique n'est pas complètement sûr, est-ce qu'on peut imaginer un système complètement sûr? Alors, le système complètement sûr existe, il a été établi il y a longtemps déjà, mais il repose cette fois-ci sur l'échange d'un secret préalable. Il faut qu'avant de communiquer, Alice et Bob aient échangé des nombres complètement aléatoires, qui ont les propriétés remarquables d'être complètement aléatoires, c'est-à-dire que ça ne veut absolument rien dire, et il faut aussi qu'ils soient les seuls à connaître, et qu'ils soient les mêmes des deux côtés, bien sûr. Donc c'est ce qu'on appelle une clé secrète, c'est quelque chose qu'ils doivent s'échanger auparavant, avant de communiquer. Alors s'ils ont cette clé, là ça devient facile, parce qu'on peut crypter, en fait, simplement en faisant ce qu'on appelle un ou exclusif, une addition modulo 2, colonne entre le message et la clé. Donc je ne détaille pas trop, mais vous voyez, on fait une petite opération très simple. On obtient le truc crypté, Bob reçoit le truc crypté, il refait en fait la même opération, et il récupère le message initial qu'avait envoyé Alice. Et ça, c'est inviolable. Avec des conditions quand même, comme d'habitude. Pour que ce soit vraiment inviolable, il faut que la clé soit complètement aléatoire, qu'elle soit aussi longue que le message, et qu'elle soit utilisée qu'une seule fois, et bien sûr qu'elle ne soit connue que d'Alice et Bob, sinon ça n'a plus de sens. Donc c'est assez contraignant, il faut des clés aussi longues que le message. En pratique, on n'utilise pratiquement jamais ce système, mais on utilise des systèmes assez proches. Le plus connu s'appelle AES, par exemple, où la clé est plus petite que le message, mais où quand même la sécurité est meilleure, est réputée meilleure que ce qu'on peut faire avec des clés publiques, mais il faut la clé. Alors, l'astuce de la cryptographie quantique, alors évidemment, oui, classiquement, Eve, comme elle sait qu'en principe, elle ne peut rien faire pour déchiffrer le message, ce qu'elle peut faire, par contre, c'est essayer de récupérer la clé.
c'est-à-dire d'intercepter la communication. Alors, comment elle se fait, la communication de la clé? C'est souvent dans des mallettes, si vous voulez, quand c'est des secrets militaires. Donc, il faut intercepter le messager, le séduire, s'emparer de la clé, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, que prétend faire la cryptographie quantique? Eh bien, justement, garantir le secret de l'échange de la clé. Donc, on met un canal quantique maintenant, et puis, si on utilise le même algorithme, en utilisant en plus le fait que, en rendant l'échange de clés inviolable grâce à la physique quantique, je vais expliquer comment, à ce moment-là, l'ensemble du protocole est réputé inviolable. Donc, Eve peut utiliser des technologies extrêmement perverses, elle n'arrivera jamais à, en principe, violer le secret de la communication. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne, ce canal quantique. Donc, c'est basé sur le fait que le photon est un objet quantique, justement, bien sûr. Donc, on veut coder de l'information sur un photon. Alors, la façon la plus simple, il y en a plusieurs, mais la plus simple, disons intuitivement, c'est d'utiliser le fait que le photon a une polarisation, c'est-à-dire, on peut le voir comme une vibration, et cette vibration est dans un plan perpendiculaire à sa direction de propagation. Donc, le photon qui s'en va par là-bas, suivant la flèche rouge, il peut vibrer de façon transverse, soit verticalement, comme ça, soit horizontalement, comme ça. Donc, je peux préparer des photons qui vibrent verticalement, et à ce moment-là, je dirais qu'ils portent un bit 1. Et je peux préparer des photons qui vibrent horizontalement, et ils se propagent toujours par là-bas, et à ce moment-là, je dirais que c'est un bit 0. Alors, il faut que je puisse lire ce bit. Alors, il existe des petites machins magiques qu'on appelle des polariseurs ou des séparateurs de polarisation qui font que si le photon vibre verticalement, il ira forcément par là, avec une probabilité unité. Et donc, je le détecterai ici, j'aurai un clic, et je saurai que le bit transporté est 1. Au contraire, s'il vibre horizontalement, il passe, on le détecte ici, et on en conclut que le bit détecté est 0. Donc, je peux coder des bits sur des photons via leur direction de polarisation. Donc, pour l'instant, ça semble évident. L'astuce, c'est qu'est-ce qui se passe si maintenant, au lieu de faire vibrer mon photon horizontalement et verticalement, je le fais vibrer à 45 degrés. Donc, je peux le faire vibrer comme ça, à 45 degrés ici, ou à 45 degrés là. Alors là, la mécanique quantique me dit que si j'envoie ce même photon polarisé comme ça, par exemple, à travers ce même polariseur, celui-ci, je ne peux absolument plus rien prédire du tout. Le photon va être transmis ou réfléchi, et donc va se retrouver avec une polarisation comme ceci ou comme cela, avec des probabilités égales à 50%, et aucun élément, la physique interdit de pouvoir prédire qu'est-ce qui va se passer. Alors donc je vais trouver le photon ici ou là, ça va absolument rien me dire sur sa polarisation initiale, et de surcroît ça aura détruit le photon, donc j'aurais en quelque sorte détruit l'information. Alors on peut dire, c'est idiot, pourquoi vous faites ça? Parce qu'en fait, je peux la récupérer, l'information. Mais si je veux la récupérer, il ne faut pas que je fasse ça. Il faut que je tourne le polariseur, aussi de 45 degrés. Et si j'aligne le polariseur, les directions de vibration sélectionnées par le polariseur avec celles de vibration du photon, à ce moment-là, ça marche à nouveau. Je récupère mon bit. Donc là, c'est bon, là, c'est bon, et là, ça ne fait rien. Et c'est un rien irréversible, si vous voulez. La mécanique, je disais tout à l'heure, c'est ni une onde ni un corpuscule, c'est exactement la même chose. Il est impossible ici, la physique interdit de dire qu'est-ce qui se passe. Donc on extrait une information, si et seulement si la base de l'émetteur, c'est-à-dire ce qu'on utilise pour coder, est la même que la base du récepteur. Alors, on en déduit ce qu'on appelle un protocole de cryptographie quantique. Donc, bon, je vous explique un petit rapidement comment ça fonctionne. Donc, Alice, qui a changé de tête, envoie à Bob, qui a changé de tête aussi, donc des photons polarisés. Elle choisit ce qu'on appelle une base, c'est-à-dire deux directions orthogonales, verticale et horizontale, et elle décide par exemple que verticale, c'est le bit 1, ou bien elle peut choisir l'autre base, 45 plus ou moins 45 degrés, et elle décide par exemple celui-ci c'est 1 et celui-ci c'est 0. Donc chaque fois, elle choisit une base, rouge ou bleu ici, et puis dans cette base, un bit penché d'un côté ou de l'autre, et ça fait des 0 et des 1. Elle envoie ça à Bob. Bob ne sait pas laquelle des 4 polarisations a été utilisée par Alice, donc il choisit aussi une base, et s'il choisit la bonne base, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il récupère le bon bit, le photon est transmis, et là, Alice a envoyé 1, et Bob a bien récupéré 1. Donc là, par exemple, Alice a envoyé à nouveau 1, mais comme ça, Bob a mal choisi la direction de son polariseur, et il récupère un 0. Et ce 0 ne veut plus rien dire. Ce 0, c'est n'importe quoi. Ça pourrait être 1 aussi d'ailleurs, ça ne voudrait rien dire non plus. Donc ici, c'est bon à nouveau. Elle a envoyé un 0, il a récupéré un 0. Ici, c'est pas bon à nouveau. Alors, il arrive des fois que quand Bob choisit la bonne base, il récupère le bon bit, mais ce n'est pas un bit pertinent. C'est n'importe quoi. Ça ne transporte pas d'information.
Donc on voit qu'en gros, une fois sur deux, s'il choisit aléatoirement sa lecture, Bob récupère une information pertinente, une fois sur deux, il récupère n'importe quoi. Donc il faut se débarrasser du n'importe quoi. Donc Bob va indiquer, après avoir reçu son photon, quelle base il a utilisée. Donc rouge ou bleu, il ne donne surtout pas le résultat, bien sûr, mais il dit juste rouge ou bleu. Et Alice lui répond si son choix est le bon. Et si le choix est le bon, il garde la base. Et évidemment, sans avoir toujours révélé le bit, ils ont des bits qui sont exactement les mêmes. Et puis, pour les bits aléatoires, pour les choix différents, bah, ils suppriment simplement la moitié des données. Donc c'est une façon extrêmement laborieuse d'échanger des bits. Vous comprenez bien ça. Mais c'est quand même intéressant parce que s'il y a un espion, donc c'est Eve qui s'est encore déguisée, eh bien l'espion ne va pas pouvoir s'emparer de cette information. Donc j'essaie d'expliquer pourquoi. Donc Eve peut faire plein de choses, bien sûr. Il y a un photon qui passe, vous pouvez tenter plein d'opérations différentes. Donc je suppose que Eve tente l'opération la plus naïve, c'est de détecter le photon, de voir ce qu'elle trouve, et puis de renvoyer à Bob ce qu'elle a trouvé, pour que Bob, a priori, ne s'aperçoive pas de son intervention. Donc par exemple ici, Eve choisit cette base, obtient le photon 1, renvoie le photon 1 à Bob, Bob trouve le photon 1, et là l'espion a gagné, il a récupéré le photon envoyé, et Alice et Bob se sont aperçus de rien. Donc là, il a aussi fait le bon choix, il a récupéré le bon bit, mais c'est Bob qui n'a pas fait le bon choix, donc ce photon est éliminé, on l'oublie. Donc le troisième, ici, l'espion n'a pas fait le bon choix. Il a fait ça, et il a obtenu un photon 0, comme ça. Donc c'est le bon bit, mais ce qu'il fait, c'est un photon horizontal maintenant. Il renvoie ce photon horizontal à Bob, Bob est sur une base qui est comme ceci, et là il peut trouver n'importe quoi par rapport à cette direction. Donc par exemple, il trouve celui-ci, et ça c'est un 1. Et là, vous voyez que ça ne marche plus, parce que en fait, Alice avait envoyé un 0, et Bob a récupéré un 1, et donc l'intervention de l'espion a changé la polarisation du photon. Alors, le point fondamental dans cette affaire, c'est que, donc vous voyez là, Eve fait une opération qui est censée lui rapporter de l'information, et ce que démontre la mécanique quantique, c'est que toute opération que peut faire Eve qui lui rapporte de l'information va forcément changer l'état des photons. En quelque sorte, le photon, vous ne pouvez pas mesurer ça. Si je vous donne un photon polarisé parmi ces 4 directions, il vous est impossible de deviner cette direction, et toute tentative que vous faites pour la deviner va en fait perturber ce photon. Et ça, du coup, c'est un résultat absolument général, alors je ne vais pas le démontrer, mais il faut me faire confiance là. Le point fondamental, c'est que plus Eve acquiert d'informations, plus elle crée d'erreurs dans la transmission. Le photon est trop fragile, en quelque sorte, à cause de toujours de cette nature duale, qu'on ne sait pas comment il est vraiment. Si on essaye d'en tirer quelque chose, on va le perturber. Et donc, en mesurant le taux d'erreur, s'il perturbe, il va y avoir des erreurs. Alors, il faut détecter ces erreurs. On ne peut pas les détecter pour chaque photon qui passe, mais Alice et Bob échangent beaucoup de photons, font un espèce de sondage sur les photons échangés, se comparent leurs photons publiquement sur une fraction. C'est comme quand on fait un sondage pour une élection. Et s'il y a trop d'erreurs, ils mesurent le taux d'erreur, et donc ils peuvent évaluer la quantité d'informations dont s'est emparé Eve. Donc en mesurant le taux d'erreur, c'est même plus précis ça, si vous voulez, en mesurant le taux d'erreur, ce qui se fait en comparant publiquement une fraction de la clé, Alice et Bob peuvent borner supérieurement la quantité d'informations connues d'Eve. Donc ils savent ce que c'est l'espion, parce que tout ce que c'est l'espion a été retranscrit en erreur dans la transmission. Donc à partir de là, il y a un peu de cuisine. Donc Alice et Bob utilisent des algorithmes classiques, en fait, c'est du traitement de données, pour corriger les erreurs, parce qu'on ne veut plus d'erreurs à la fin, et puis pour faire une clé absolument sûre et absolument sans erreur. Donc plus il y a d'erreurs dans la transmission, plus cette clé est petite. Et s'il y a trop d'erreurs, il n'y a plus de clé. Mais tant qu'on a une clé, elle est parfaitement sûre et parfaitement sans erreur. Alors quel est le taux d'erreur maximum tolérable pour qu'il y ait une clé? C'est 11%. Bon, c'est le... Je peux expliquer pourquoi, mais je vais le sauter. Il y a une certaine valeur de taux d'erreur. Si vous voulez, quand il y a 0%, bah, tous les bits sont utiles pour faire la clé. Quand le taux d'erreur augmente, la clé est de plus en plus petite. Et quand le taux d'erreur atteint 11%, à peu près un bit faux sur 10, à ce moment-là, il n'y a plus de clé. Donc c'est fichu. Mais tant qu'il n'est pas 11%, et quelle que soit l'origine des erreurs, que ce soit un espion ou pas, eh bien, il y a une clé à la fin qui est sans erreur et totalement sûre. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous connaissez déjà tout ça. Il y a des questions qu'on se pose toujours quand on entend ça, au moins pour la première fois. Par exemple, si Bob révèle la base qu'il a utilisée, pourquoi Eve a-t-elle moins d'informations de Bob? Je vous dis que Bob révélait la base qu'il a utilisée et Alice lui répondait oui ou non. Le problème d'Eve, c'est qu'elle a cette information, mais trop tard, le photon n'est plus là. Donc, si elle connaît l'information, mais que le photon n'est plus là, en fait, elle ne peut pas s'en servir.
Et elle peut essayer de le dupliquer, mais si elle le duplique, ça rate aussi. Enfin, tout rate. Il n'y a rien qui marche. Et les théorèmes qui établissent ça sont aussi solides, si vous voulez, que la mécanique quantique. Donc, comment évaluent-ils leurs erreurs? Donc, je l'ai dit, ils évaluent leurs erreurs en faisant un sondage sur les données qu'ils ont échangées. Donc, ils en déduisent une évaluation de l'information connue par Eve. Et puis, quel est le rôle des erreurs? Il y a toujours des erreurs, même s'il n'y a pas d'Eve, en fait. Mais en fait, les erreurs, elles ne sont pas grandes, on les élimine tant qu'elles sont inférieures à 11%, quelle que soit leur origine. Et quelle que soit l'origine des erreurs, si elles sont plus petites que 11%, à la fin, il y a une clé sans erreur et parfaitement sûre. Mais plus il y a d'erreurs, plus la clé est petite, et s'il y a trop d'erreurs, il n'y a plus de clé. Voilà, donc ça date, ces idées de base, ça a été la première idée, les premières intuitions, c'est 84. Et puis depuis, il y a eu des théorèmes de plus en plus puissants, de plus en plus généraux, de plus en plus, etc., qui font que ces règles, disons, ce principe-là est extrêmement bien établi et qu'on pense qu'il est aussi solide que la mécanique quantique. Alors après, va falloir le mettre en œuvre, ce qui est une autre paire de manches, mais le principe lui-même est vraiment à la base aussi solide, si vous voulez, que des choses comme ce qu'on appelle les relations de Heisenberg, les relations d'incertitude de Heisenberg sont extrêmement liées à ceci et sont tout aussi enracinées dans les fondements de la mécanique quantique. Donc, si vous me faites confiance, d'accord pour le principe, mais est-ce que ça marche? Ça marche assez pour qu'on puisse distribuer des clés dans des fibres optiques sur une cinquantaine de kilomètres. Il y a plusieurs compagnies qui vendent ça. Donc ça, c'est une compagnie suisse, à ID Quantique, qui est à Genève. Donc on se doute qu'à Genève, il y a beaucoup de secrets à dissimuler. Ça, c'est une compagnie à New York, qui a aussi pas mal de secrets. Donc des Suisses, des Américains, vous me direz, aïe, 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 où sont les Français? Il y a des Français. Donc ça, c'est une compagnie française qui vend aussi des clés, un système. Donc c'est SecureNet, ils sont à Paris. Hein. Et donc ils vendent aussi. Donc ça se présente toujours de la même façon, vous voyez, dans tous les cas. C'est deux boîtes, une boîte Alice Bob, et puis on les relie par une fibre optique. Alors la fibre optique, on n'a pas à l'installer. On utilise des fibres partout dans les villes, il y en a absolument partout des fibres optiques. Donc on utilise des fibres optiques installées. On connecte les deux boîtes via des fibres optiques installées, et comme ça, on peut échanger des bits secrets. Avec une bonne fiabilité. On a fait des démonstrations à Vienne, par exemple, où toute la ville était câblée secret sur des distances d'à peu près une cinquantaine de kilomètres. Donc vous pouvez aller sur leur site web, si vous voulez, vous pouvez même les appeler, vous pouvez l'acheter, bon, c'est assez cher. Alors pour l'instant, c'est un peu des marchés de niche, comme on dit. Il y a peu de gens qui sont prêts à payer la quantité d'argent que coûtent ces boîtes pour avoir le degré de sécurité associé. Mais en tout cas, les boîtes fonctionnent. Et elles sont réputées sûres dans la mesure où elles sont bien réalisées. Alors après, si les boîtes sont mal faites, évidemment, ça fait écrouler les preuves. Et donc il faut aussi que les boîtes soient bien faites. Et il y a beaucoup d'études en fait là-dessus. Comme il y a des boîtes, maintenant il y a aussi des hackers. Il y a des hackers quantiques qui essayent non pas d'attaquer les preuves, parce qu'elles sont irréfutables, mais d'attaquer les défauts de réalisation. Vous savez que par exemple les cartes bleues, les algorithmes des cartes bleues, ou n'importe quoi, ou RSA même, a été cassé, non pas à cause de la preuve mathématique de sécurité, qui est aussi très carré, mais en fait à cause de défauts d'implémentation, d'erreurs de toutes sortes. Même les informaticiens font des erreurs, et s'ils laissent traîner pas la bonne information, pas où il faut, les hackers trouvent, et donc ça casse le code. Voilà, alors un autre exemple, ça a été fait aussi en espace libre, donc les physiciens aiment bien les jolis coins, donc ça a été fait aux Canaries, entre deux îles séparées de 150 km. Et il y a des télescopes qui visent horizontalement, ce qui est assez curieux pour un télescope, mais bon, et c'est utilisé pour faire de la télémétrie. Donc entre ces deux îles qui sont séparées de 150 km, il y a deux télescopes comme ça, chaque télescope est gros comme ça, horizontal, donc ils visent l'autre île, et on peut échanger des clés secrètes, ça a été fait, entre les deux îles. Alors ça sert absolument à rien, bien sûr, mais l'objectif poursuivi, c'est en fait de faire distribuer des clés par des satellites. Donc si un satellite, la station spatiale, était capable d'envoyer des faisceaux vers deux télescopes, à ce moment-là, le satellite réputé secret, en tournant autour de la Terre, pourrait distribuer des clés. Donc il y a des projets comme ça qui sont assez sérieusement considérés par le CNES ou par les Chinois. Les Chinois veulent faire ça aussi. Voilà, donc c'est un peu le petit tour de la crypto quantique. Donc c'est pour vous montrer que ça marche en gros, hein, alors le marché n'est pas colossal pour l'instant, mais ID Quantique en vend. Alors ils en vendent à qui? Ils en vendent d'une part à des universitaires qui veulent attaquer les boîtes, et puis d'autre part un petit peu à des banquiers, mais c'est encore un petit peu timide côté banquier. Beaucoup à des data centers aussi. Vous connaissez les data centers, ils ont besoin d'échanger beaucoup de données secrètes.
Voilà, donc maintenant, dernière partie, le calcul quantique. Donc je vous ai parlé du fameux ordinateur quantique. Donc la cryptographie quantique, ce qu'il faut retenir, c'est que, bon, c'est pas encore un iPhone, hein, de loin de là, mais des systèmes sont disponibles commercialement et il faut en quelque sorte maintenant soigner la mise en œuvre, mettre ça en réseau et c'est des choses qui sont en cours. Alors qu'en est-il du calcul quantique, donc le fameux calculateur qui calculerait exponentiellement plus vite? Alors d'abord, pourquoi, je vais essayer de vous expliquer pourquoi il calcule exponentiellement plus vite. Donc la première notion à introduire, c'est la notion de bit quantique, qu'on appelle qubit. Donc un bit classique, vous savez ce que c'est 0 ou 1. Un bit quantique, un exemple de bit quantique, c'est pour ça que j'ai parlé de cryptographie, c'est mon photon polarisé. Donc un photon polarisé, c'est un bit quantique, dans le sens où je peux décider que ça c'est 0 et ça c'est 1. Donc ça, ce serait un bit classique, mais mon photon, il peut être polarisé comme ça aussi. Et donc, il existe des états qui sont en état de polarisation inclinée, comme ça, qui, en mécanique quantique, s'écrivent sous forme de ce qu'on appelle des superpositions linéaires de ces 0 et 1. Donc, quand le photon est polarisé comme ça, c'est un 1 comme ça. Mais si on parle en termes de 1 comme ça veut dire que c'est à la fois 1 et 0. C'est pas soit 1, soit 0. C'est vraiment à la fois 1 et 0. Et c'est là qu'on rentre dans le mystère quantique, en quelque sorte. Je pense que Serge vous en a beaucoup parlé déjà. Ce type d'objet qu'on a, donc ça c'est un état quantique 0, ça c'est un état quantique 1, bon tout va bien. Là c'est une superposition linéaire de 0 et 1, et l'existence de ces superpositions linéaires, et c'est ça qui donne son caractère quantique au bit, et qui fait qu'un photon polarisé n'est pas seulement un bit classique, parce qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas de secret en cryptographie quantique, mais un bit quantique, et c'est l'exploitation, en quelque sorte, de ces états différents qui donnent la sécurité à la cryptographie quantique. Donc, tout système quantique qui a deux états peut être placé dans ces états superposition, et donc devient un bit quantique. Donc, par exemple, un photon aussi peut être, c'était mon expérience d'interférence au début, un photon peut être ici ou là, passer à droite ou à gauche, ou bien passer des deux côtés à la fois et interférer. Et un photon qui passe dans un interféromètre, l'expérience que je vous ai montrée tout au début, c'est aussi une matérialisation d'un bit quantique. Alors si on veut faire des calculs, si on veut faire de la cryptographie quantique, il suffit d'envoyer des bits un par un, donc c'est le cas simple. Si on veut faire des calculs, il faut beaucoup de bits. Beaucoup de bits, donc c'est ce qu'on appelle un registre, donc je vais considérer un registre où j'ai n bits par exemple, donc chacun de ces epsilon, c'est une quantité qui vaut 0 ou 1 et qui donne la valeur 0 ou 1 à mon bit. Alors, on pourrait se dire, maintenant, qu'est-ce qui se passe si ces bits deviennent des bits quantiques? Donc, l'idée la plus simple, ce serait de dire, j'en prends un, par exemple, c'est celui-ci, il vaut 0 ou 1, classiquement. Maintenant, il devient quantique, donc il peut tourner. Donc, c'est une espèce d'horloge. D'accord? Au lieu d'être ça ou ça, il est n'importe quoi. Donc, il y a un nombre qui va me repérer l'orientation. Donc, j'ai n variables, autant de variables que de bits, qui vont me repérer l'orientation de mes n bits qui deviennent des bits continus. Donc on pourrait dire, c'est ça des qubits, c'est n bits qui peuvent tourner. Alors c'est faux, c'est complètement faux. Donc je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est faux. Je passe en quantique. Il ne faut pas que je sorte du petit carré, mais mon pointeur ne marche plus beaucoup. Donc un état quantique, vous avez déjà dû le voir, on le met en général entre un trait vertical et un crochet, comme ça. Ça veut dire que c'est un état quantique. Et ça, c'est un état quantique qui contient mes n bits. Donc maintenant, quel est l'état quantique le plus général que je peux faire à partir de ce registre quantique? On pourrait dire classiquement, c'est que je vais faire donc tourner tous ces machins. Mais en fait, non, pas du tout. Ce qu'il faut faire, alors ça, il faut connaître un peu de mécanique quantique ou avoir bien écouté Serge Haroche pour le savoir. Ce qu'on peut faire, c'est des superpositions arbitraires de tous les états. Donc ce qu'on va faire, c'est une espèce de somme où ça, c'est un état possible du registre, et on fait une somme, avec des coefficients ici, de tous les états possibles du registre. Donc un truc comme ça, il faut le voir comme un registre qui contient simultanément tous les nombres qu'il peut contenir. Tout à l'heure, je vous disais, un photon comme ça, c'est un photon comme ça, qui est en même temps photon comme ça. Maintenant, vous avez 1000 bits. L'état quantique de 1000 bits, c'est un état où vous prenez toutes les façons d'arranger les 1000 bits. Ça fait 2 puissance 1000 possibilités, et vous les superposez toutes. Elles sont toutes réalisées en même temps. Donc ça devient un peu difficile à imaginer, mais donc vous voyez que la différence essentielle, c'est que si je veux caractériser mon état, ici, j'ai 2 puissance n variables, et ici j'en avais n. Donc si n vaut 10, par exemple, là il me faut 10 variables, mais 2 puissance 10, c'est 1000. Donc c'est 10 et 1000. Donc c'est pas la même chose. Et puis si n c'est 1000 ou 2 puissance 1000, et 2 puissance 1000, c'est un nombre qui dépasse l'imagination.
Donc, vous voyez que le problème, la bizarrerie quantique, c'est que vous avez un ordinateur dans lequel vous pouvez écrire simultanément et manipuler simultanément tous les nombres que peut contenir cet ordinateur. Donc c'est ça qui... Donc on appelle ça donc on dit que bon, c'est un espace de dimension 2n. En plus, ces états sont intriqués. Donc Serge et Michel ont dû vous parler des états intriqués. Quand on a un état comme ça, on ne peut plus donner la valeur d'un bit. L'essentiel de l'information est codé sur des corrélations non locales entre les bits. Donc c'est toutes les relations qui existent entre les bits qui portent l'information plutôt que la valeur d'un bit. Et d'ailleurs, un bit tout seul n'a absolument pas de valeur. Il est n'importe quoi. Mais globalement, cet état qui contient un très très grand nombre de corrélations en fait code une information qui est manipulable. Et justement, la manipuler, c'est ce que fait un ordinateur quantique. Voilà. Évidemment, c'est bizarre. Mais, donc, je le répète encore une fois, l'état général du calculateur, c'est cette superposition linéaire monstrueuse. Le calcul implique l'ensemble d'un nombre colossal d'états qui sont tous manipulés en même temps. Donc, c'est ce qu'on appelle le parallélisme quantique. Quand on regarde, on voit des 1 et des 0. Donc, la sortie, ça semble encore être un état binaire. Par contre, on est passé, donc on a les avantages d'un calcul binaire à la fin, mais le calcul lui-même explore en quelque sorte un nombre colossal de publics. Il y en a qui parlent d'univers multiples, moi j'aime pas trop les univers multiples, mais on se promène dans beaucoup d'endroits à la fois, et c'est un espèce de monde à l'intérieur de l'ordinateur où il y a des chats morts et vivants, des portes ouvertes et fermées, et tout ce que vous pouvez imaginer de similaire. En principe, ça marche, c'est-à-dire qu'il a été prouvé que si on avait une machine pareille, on pourrait factoriser exponentiellement plus vite, donc c'est Shor 94, on pourrait aussi trier beaucoup plus vite, mais on a dû vous le dire déjà, il est difficile à fabriquer, c'est-à-dire que ces états sont très très fragiles, et donc s'ils interagissent de manière non contrôlée avec l'environnement, ils vont redevenir classiques et ça va détruire toutes leurs jolies propriétés, c'est ce qu'on appelle la décohérence. Alors, il y a quand même des résultats encourageants. D'abord, on peut se dire, ce machin monstrueux, mais comment vous pouvez le manipuler? Alors, en fait, ce n'est pas si difficile que ça, au moins sur le papier. On fait des opérations logiques, c'est-à-dire 2 par 2, on prend 2 bits, on fait une opération, une espèce de ou quantique qu'on sait faire. Si on le fait, on va arriver, en concaténant tout ça, comme ça se passe dans une machine, dans un ordinateur normal, à faire des opérations compliquées. On peut aussi se dire qu'il y a toujours un petit peu d'erreur, donc s'il ne fallait aucune erreur, ce serait irréalisable, mais on sait corriger les erreurs, même au niveau quantique. On ne peut pas lire, on ne peut pas copier, mais on peut quand même corriger les erreurs. Donc ça a été une grande découverte à la fin des années 90, qu'il est possible, en principe, de faire des codes correcteurs quantiques. Donc à partir de là, les théoriciens pataugent dans le bonheur, et font quelque chose comme ça, qui est un univers quantique grandiose où, ma foi, on peut tout faire. On a des théorèmes fondamentaux, les algorithmes, on sait corriger les erreurs, faire de la cryptographie, etc. Et en principe, ça doit marcher. La physique n'interdit pas que ça marche. C'est ça vraiment le point fondamental. Et à partir de là, les pauvres expérimentateurs comme moi commencent à ramer en disant on va essayer de faire cette chose-là, mais cette chose-là est compliquée puisqu'il s'agit de manipuler un grand nombre d'entités quantiques de préférence individuelles. Donc comment on peut faire? Il y a des tas de tentatives en cours. Hein. Donc ça, c'est une des premières qui a été proposée en 98. Donc on prend du silicium, parce que le silicium c'est sympa, c'est avec ça qu'on fait les ordinateurs normalement. Mais le silicium, ça ne va pas faire un ordinateur quantique. Donc on va implanter dans le silicium des ions, des ions phosphore, et chaque ion phosphore va porter un qubit. Et on va aller lire ces qubits avec des espèces d'électrodes ici, et on peut espérer comme ça faire des portes quantiques. Alors ça a été posé, il y a toujours des gens qui travaillent là-dessus, ils sont arrivés à implanter ces ions un par un, c'est à peu près contrôlé. Par contre, la décohérence dans le système est épouvantable, parce qu'il y a beaucoup trop d'interactions entre les ions et les atomes de silicium qui les entourent, et pour l'instant, on ne peut pas dire que ça marche très bien. Alors quelque chose qui marche mieux, c'est toujours des ions, parce que les ions, c'est des très bons qubits en fait. Donc c'est des ions individuels, mais cette fois-ci, au lieu d'être immergés dans du silicium, ils sont piégés dans le vide. Donc on peut piéger des ions individuels dans le vide en utilisant des champs électromagnétiques. Donc c'est ce qu'on appelle des pièges de Paul, ça marche bien depuis longtemps. Et vous voyez ici une chaîne d'ions. Alors chacun de ces petits points, comme mes centres NV de tout à l'heure, c'est un seul ion. Et on peut coder un qubit sur chaque ion. Et donc là, on a 8 ions, ça fait un octet quantique. Donc les ions sont isolés dans le vide, et la décohérence est beaucoup plus faible, et là ça marche. Là on peut vraiment écrire des qubits sur chacun des ions et faire des opérations logiques entre les ions, et faire des états intriqués, etc.
Donc 8, c'est déjà un peu ancien. Les records actuellement, c'est une quinzaine d'ions qu'on arrive à manipuler comme qubits. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? Bon, c'est pas avec 8 bits, si vous voulez, on ne va pas encore faire des calculs extraordinaires, mais juste pour vous montrer des choses un petit peu bizarres. Donc, on peut contrôler, on peut faire tout ce qu'on veut avec ces ions, toutes les opérations logiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on peut faire des états intriqués. Donc, ça, c'est un exemple d'état intriqué. Donc, qu'est-ce que c'est comme état? C'est un état, vous avez vos 8 ions, il y en a 7 des bits sont à 0, et un des bits est à 1. Mais vous ne savez pas si c'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, ou le huitième. C'est un des 8 qui est à 1, mais en fait, c'est un état où toutes ces possibilités sont réalisées simultanément, de manière non locale. C'est à nouveau un de ces fameux états intriqués. Et ça, on peut le faire, ça marche très bien. Alors, le dessinateur a essayé de faire des efforts désespérés pour mettre plusieurs rangées d'ions. Mais en fait, non, ce n'est pas plusieurs rangées d'ions. Il n'y a toujours que 8 ions, mais ces 8 ions sont dans 8 états à la fois, toujours avec les mêmes bizarreries quantiques, comme mon photon ont des corpuscules, etc. Ici, vous avez 8 états classiquement distincts, mais qui sont tous réalisés simultanément. Et on peut vraiment faire les mesures associées qui montrent que c'est ça. Ce n'est pas un des 8, c'est les 8 en même temps. Et ça se mesure, ça correspond à des mesures précises qu'on sait faire sur cette chaîne d'ions et qui permettent de vérifier qu'ils sont bien dans cet état. Alors, ce n'est pas encore vraiment un calcul, mais c'est le type d'état, le type d'ingrédients qui sont jugés indispensables pour qu'un calcul puisse fonctionner. Alors après, ça c'est encore un peu... Ah oui, la taille de ce petit machin, on ne voit pas, là, passer une vue d'artiste. La taille de ce petit truc, c'est à peu près c'est quelques millimètres, la taille de l'objet. Les ions sont tout petits, évidemment, ce n'est pas du tout à l'échelle, les ions sont minuscules. L'objet fait 8 mm, et la distance entre les ions, ici, elle n'est pas marquée, c'est de l'ordre de quelques microns. Quelques millièmes de millimètre entre les ions, et puis l'objet lui-même fait le millimètre. Alors c'est encore trop gros, on voudrait plus petit, donc il y a eu des tas de travaux, donc on peut faire ça commence à ressembler à un circuit électronique, on ne voit plus tellement les ions, mais si on zoome très fort ici, et qu'on rezoome encore, on voit qu'il y a bien les 5 petits ions qui sont dans leur piège, et qui sont adressables donc comme qubits. Donc ça, c'était 2002, donc il y a eu une espèce d'explosion de la manipulation de ces objets individuels, et donc vous êtes au courant. Oui, donc ça, c'est une façon de faire des calculs en les promenant en fait dans ces structures. Et puis Serge Haroche et Wineland ont eu l'an dernier le prix Nobel. Cette année, c'est le boson de Higgs, vous le savez, mais l'an dernier, pour justement avoir établi tout un tas de techniques pour manipuler des objets individuels. Wineland, c'est le grand spécialiste de la manipulation des ions. Ce petit dispositif, en fait, vient de chez lui. Donc, voilà, donc ça progresse. Alors après, il faut intégrer plus, il faut avoir plus d'ions, il faut mieux les contrôler, il faut faire des opérations de plus en plus compliquées. Voilà, bon, donc il y a beaucoup d'idées. Donc par exemple, si on reste sur les ions, on peut faire des systèmes d'intégrés de plus en plus compliqués. Donc ça se met à ressembler à des petits circuits intégrés électroniques, mais dans lesquels sont insérés des ions et on arrive à les manipuler, à les coder. Alors en général, il faut des lasers pour aller voir ce qui se passe, donc c'est un peu compliqué, on cherche d'autres techniques, on aimerait mieux utiliser des radiofréquences que des lasers. Bon, enfin, il y a toute une, si vous voulez, une recherche qui, à la base, j'insiste en général là-dessus, la base, c'est vraiment que si je vous dis attrapez un seul atome, écrivez un bit dessus, c'est une opération qui est très très non triviale et qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut savoir faire ça. Et puis si on vous dit, maintenant, ok, vous en avez eu un, bravo, bravo, maintenant vous m'en mettez 10. Bon, pour les expérimentateurs, chaque fois c'est un défi considérable. Alors ça, c'est des vues d'artistes, donc c'est des ions, ça c'est un qubit qui est codé sur des ions, et ça c'est une vue d'artiste, ce qu'on appelle un code correcteur. Je vous ai dit qu'on pouvait corriger les erreurs, donc le principe de corriger les erreurs, c'est qu'on va on va introduire une espèce de redondance, c'est-à-dire au lieu d'écrire 0 et 1, on va écrire plus, moins, moins, on triple en quelque sorte. On ne met pas 3 qubits. Ça, c'est un état intriqué. C'est un petit chat de Schrödinger, en fait, si vous avez vu ceux de Serge Haroche. Mais ça, c'est un petit chat de Schrödinger avec des ions. Et ça permet, en fait, de corriger des erreurs. Donc, ce truc-là a été réalisé. Alors là, c'est complètement une vue d'artiste. Mais ça c'est un article, tout ce qu'il y a de plus sérieux, qui a été publié dans Science en 2011, où ils ont fait un petit protocole avec quelques ions qui arrivent à corriger des erreurs quantiques.
Alors, en vrai, ça ressemble à ça, si vous voulez. Ça devient forcément compliqué. Ce qu'il y a dans un ordinateur, c'est abominablement compliqué. Voilà, ça, c'est les repeated error correction. Donc, il faut coder, faut protéger, il faut tourner dans tous les sens. Donc, tout ça, c'est des portes logiques quantiques. Donc, ça s'appelle des portes CNOT, des portes de Hadamard, etc. Donc, il y a toute une quincaillerie qu'il faut introduire et puis apprendre à manipuler. L'informatique, c'est pas de la rigolade. Alors là, il y a juste quelques bits, mais ils sont quantiques, et donc le fait de les manipuler requiert en fait une technologie qui est rapidement assez complexe. Mais ça marche. On arrive à corriger les erreurs. Donc ça, c'est avec des ions. Ça a été fait avec d'autres systèmes. Ça, c'est 2012, et c'est des systèmes supraconducteurs. Alors les gens aiment bien les systèmes supraconducteurs parce que c'est complètement solid state, comme on dit. C'est-à-dire les ions, c'est encore des ions. Il faut être sous vide, par exemple, pour piéger des ions. On ne peut pas piéger des ions dans l'air. Par contre, bon là, c'est pas vraiment, c'est cryogénique, c'est dans un cryostálium à 10 millicars, c'est quand même des grosses machines encore. Mais ça marche aussi, donc c'est à nouveau une réalisation de code correcteur à 3 qubits avec des circuits supraconducteurs. Donc cette recherche fonctionne. La question évidemment que je vous demande de ne pas me poser, c'est quand est-ce que l'ordinateur quantique va calculer. Moi je vous dis ce qu'il fait, d'accord? Et donc ce que les gens font, c'est apprendre à manipuler ces objets, à travailler avec, à les préparer, à les lire, et puis à faire des algorithmes qui sont des préalables indispensables. Pouvoir corriger les erreurs, c'est un préalable indispensable à n'importe quel calcul, par exemple. Donc il faut, avant de faire un calcul qui soit vraiment significatif, on peut faire des petits calculs symboliques, factoriser 15, bon ça a été fait, mais ça ne nous mène pas bien loin. Le point, si on veut que le système devienne gros, il faut qu'il soit stable d'abord, c'est-à-dire qu'il faut être capable de corriger des erreurs. Donc il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus, juste en Europe par exemple, il y a 150 groupes environ dans 20 pays. En France, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, mais en fait, c'est que c'est tout à Paris, comme d'habitude. Alors, les types de qubits qu'on utilise, c'est toutes sortes. Donc, il y a des photons, comme en cryptographie quantique, des ions, je vous en ai parlé, des centres NV, je vous en ai dit un mot aussi. Ça peut aussi être utilisé comme qubit. Des atomes piégés, alors on a fait ça dans mon groupe, pas mal. Je ne vous en ai pas parlé parce que je ne peux pas parler de tout. Des circuits supraconducteurs, j'en ai parlé aussi. Alors, quel est le meilleur de ces qubits? Alors, en gros, ils ont un peu tous des avantages et des inconvénients. Actuellement, toutes catégories confondues, les meilleurs, c'est probablement les ions. Il y a une concurrence assez féroce récente des supraconducteurs. Et puis les atomes ont l'avantage qu'on peut en avoir beaucoup. Donc si dans une idée de simulateur, un peu à la Feynman, les atomes piégés dans des faisceaux lumineux, ce qu'on appelle des réseaux optiques, sont aussi très intéressants pour ce genre d'études. Voilà, je crois que je suis au bout. Ce que je voulais dire, c'est donc le point essentiel qu'il faut retenir là-dessus, mais c'est ce qui a été dit par le jury Nobel, je veux dire, qui a donné... C'est que la vraie révolution qui en fait est sous-jacente à cette affaire d'ordinateur quantique, c'est que depuis une vingtaine d'années, on a vraiment appris à avoir un accès direct au monde des atomes. C'est-à-dire, des énoncés, prenez un photon, prenez un atome, faites-les interagir, séparez-les, mettez-les ensemble. Ces énoncés ont un sens. Et ils ont un sens un sens opérationnel. C'est des manips qu'on sait faire. Alors qu'il y a 20 ans, on ne savait pas. Donc, on a appris à faire ça. Et puis, en même temps que ça, on a acquis une meilleure compréhension de toutes ces propriétés un peu bizarres, superposition, intrication, etc., qui sautent aux yeux, en quelque sorte, quand on a des systèmes comme les 8 ions, l'état délocalisé de tout à l'heure, là, c'est un gros effet. C'est le fait qu'on puisse placer ces ions dans un état intriqué. Voilà, donc j'ai essayé de vous donner quelques exemples qui vous montrent qu'est-ce qui se passe. C'est orienté clairement vers les communications et le traitement de l'information. C'est encore beaucoup de la physique, et ça commence à être un peu de la technologie. Mais c'est quelque chose qui marche, quoi, qui n'est pas encore quelque chose que vous pouvez... Il y a trop de choses encore à apprendre pour que ce soit réellement, à ce stade, un objet technologique. Donc c'est encore les physiciens qui s'y intéressent. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. On va passer aux questions. Oh bon, merci beaucoup. J'ai lu pas mal de vos écrits d'Alain Aspect sur les photons intriqués et les expériences que vous avez faites il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Et puis celles qui ont été faites en Suisse, là, sur les réseaux de fibre optique. Ma question, c'est que M. Haroche, au Collège de France,
nous a beaucoup parlé pendant de nombreuses années des squids. Oui. Donc les squids, ce sont des diodes Josephson, tout à fait classiques. Oui, il y en a plein dans... C'est ça en fait. Superconducting circuit, on peut voir ça, c'est dans la famille des squids. Oui. C'est pas vraiment des squids, on appelle plus ça comme... Maintenant, ils appellent ça des transmons, ils ont changé un peu les noms. Oui. Mais c'est toujours des boucles supraconductrices, oui. Oui, donc dans ces diodes Josephson, ce sont théoriquement des électrons qui ne peuvent pas franchir la barrière de potentiel, qui est un bout de carton, ce qu'on veut. Hein. Bon. Et maintenant, quand la diode Josephson est supraconductrice, les électrons marchent par paire, oui. Hein, et donc théoriquement doivent franchir la barrière de la diode Josephson par paire. Comment, avec ça, on arrive à faire ce que vous nous avez montré là, des bits superposés? D'accord, donc ça, j'en ai pas parlé du tout. C'est beaucoup plus, il y a beaucoup de ruses. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est identifier ce qu'on appelle les variables canoniques conjuguées dans ces systèmes. Donc, c'est en général le flux et la charge. Il y a une charge, il y a un flux parce que ça tourne, un courant qui tourne, et il y a une charge qui est la charge entre les deux côtés de la barrière. Donc, c'est des variables quantiques conjuguées. On peut écrire des Hamiltoniens, des choses comme ça. Et puis, finalement, il s'avère que ce système compliqué avec des myriades d'électrons a des niveaux d'énergie discrets. Et on peut isoler deux de ces niveaux d'énergie discrets, et c'est ça qui devient le qubit. Donc c'est un système complexe, mais qui a des niveaux d'énergie quantifiés, et dès qu'on a un système qui présente deux niveaux d'énergie quantifiés, qui est suffisamment propre, on peut en faire des superpositions, et c'est ça le qubit. Donc vous voyez, le qubit est quand même assez loin de l'objet. Il y a un peu une petite étape d'abstraction qui consiste à fabriquer un système quantique à partir de ces myriades d'électrons qui tournent dans leur boucle avec la barrière et les paires Josephson, les paires de Cooper, etc. Et ce système-là, si on le manipule correctement, se comporte comme un qubit. Mais expliquer comment on passe de l'un à l'autre est non trivial, et il faudrait au minimum quelques transparents pour le faire. Donc je vous donne juste l'idée, si vous voulez. En fait, on s'arrange pour que ce système se comporte de manière quantique, dans le sens où il a des niveaux d'énergie, et en isolant deux de ces niveaux d'énergie, on fabrique les deux états du qubit. Et après, on peut manipuler ces qubits. Et c'est ça qu'ils font ici. Les deux paires, les paires de Cooper franchissent ensemble la barrière Josephson? On ne peut pas dire... Non, on ne peut pas raisonner comme ça. Je peux vous en dire plus, mais c'est trop compliqué là. Oui. Il faut écrire les équations de ce système quantique, et puis voilà, on arrive à ce qu'on veut. Mais je ne peux pas revenir au niveau des atomes des électrons individuels dans ce cas-là. C'est un comportement collectif des électrons dans la boucle. Je peux poser encore une autre question? Dans vos expériences avec M. Aspect sur les photons intriqués, oui. À aucun moment dans vos écrits, j'ai trouvé qu'il y a une incertitude de polarisation qui ressemble aux incertitudes d'Heisenberg. Ah oui, si. Puisque entre les deux polarimètres, il faut avoir 22,5 pour qu'on retrouve une corrélation de 1 ou une inégalité de Bell de 2,8. Donc c'est une incertitude de polarisation. Je trouve que du point de vue quantique, c'est formidable qu'il y ait des incertitudes de polarisation. Il existe l'équivalent d'une relation de Heisenberg pour la polarisation, qui vous dit que si vous connaissez la polarisation dans cette base-là, vous ne pouvez pas la connaître dans cette base-là. Il faut que les deux polarimètres qui mesurent dès que les polarisations sont différentes, dès que les orientations sont différentes, il n'est pas possible de connaître simultanément la polarisation suivant deux orientations différentes. Et ça, c'est équivalent à une relation d'Heisenberg. Simplement, la forme mathématique est un petit peu différente, mais c'est un petit exercice très simple aussi. Et à Boulders, ils l'ont fait avec les incertitudes d'Heisenberg, en mesurant sur un ion intriqué bien la position, et ils ont retrouvé l'imprécision voulue sur la quantité de mouvement, et je crois qu'ils l'ont fait aussi sur le temps. Enfin, c'est vous qui le racontez très bien. Enfin, il y a des... Oui, certes. D'accord. Ouais, merci. Il y a une question devant, là. Je vais poser une question un peu idiote.
Non, il n'y a pas de non. question. Quel est le rapport entre les mathématiques, la recherche mathématique et la physique quantique, par exemple? Parce que, par exemple, quand on parle de la relation d'incertitude d'Heisenberg, c'est une démonstration mathématique. Oui, bien sûr. Et là, on trouve que dans la réalité, finalement, ça correspond à la réalité de la physique quantique. Oui, bien sûr. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que le statut des mathématiques, finalement, in fine? Ben, si vous voulez, la physique, depuis pratiquement l'origine, Newton, etc., se décrit à l'aide d'équations mathématiques. Et il y a tout un ensemble, il y a ce qu'on appelle un formalisme mathématique qui correspond à la physique quantique. Donc on dit que on manipule des vecteurs dans des espaces de Hilbert, on a des opérateurs, on a des valeurs propres. Donc il y a tout un attirail mathématique qui correspond à tout ce que je raconte. Alors je n'ai pas montré d'équation ni de rien du tout, mais je pourrais en montrer plein, j'ai des cours là-dessus. Il y a bien sûr un formalisme mathématique dans le sens où on est capable de faire des calculs, de prédire des choses. Et ce formalisme donc a été élaboré à la fin des années 20 par Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Bohr, Born. Ce qu'on utilise pour faire traiter ce genre de système, c'est essentiellement le formalisme de Dirac, donc ça date de la fin des années 20. Et donc, un étudiant normalement constitué peut apprendre ça en 3 mois et arriver à faire des calculs avec. Mais ça s'apprend. Donc, je ne sais pas bien ce que vous... Il y a des équations cachées derrière tout ce que j'ai dit. Je vous les ai juste pas montrées. Mais bien sûr, si on veut prédire quoi que ce soit quant au comportement de ces systèmes, c'est un peu ce qui m'embêtait pour répondre à l'autre question, parce que la réponse standard, c'est le hamiltonien, c'est ça, le potentiel qui est comme ça, je diagonalise mon hamiltonien, je trouve ces niveaux d'énergie, et puis voilà, ça y est. Donc c'est comme ça qu'on dirait de manière expéditive, mais je ne souhaite pas le dire ici comme ça. Je pose la question de savoir si, par exemple, dans la recherche mathématique, oui. Quand il y a des avancées dans la recherche mathématique, est-ce que ça correspond, c'est pas ça sort pas de rien. Donc, est-ce que c'est par rapport peut-être à la structure cérébrale des neurones et au réseau, etc. Disons, on est des physiciens beaucoup plus naïfs que ça. On a nos manips, nos équations, on fait des maths dans le sens où on a un formalisme qu'on sait utiliser. Ce formalisme pour des mathématiciens est totalement trivial. Disons, c'est des mathématiques du siècle dernier ou même du siècle d'encore avant pour des mathématiciens. Ce qui intéresse les mathématiciens, je ne sais pas, par exemple Alain Kohn, qui est un grand mathématicien qui travaille sur des problèmes de physique, des algèbres non commutatives ou des choses comme ça. C'est des problèmes qui sont beaucoup plus du côté de, je ne sais pas, la gravité quantique, les cordes. Là, c'est des problèmes mathématiques beaucoup plus difficiles et pas résolus. Mais le formalisme mathématique qu'on utilise pour traiter ce genre de problème est élémentaire d'un point de vue mathématique. C'est pas trivial parce qu'il faut l'apprendre, mais c'est vu par un mathématicien, c'est ce qu'il appellerait des calculs triviaux. Même s'ils peuvent être assez compliqués en fait. Mais il n'y a pas de connexion directe. Alors après, il y a des connexions directes sur un autre point qui est aussi un petit peu des mathématiques, c'est l'algorithmique, c'est l'informatique. Il y a une branche des mathématiques, par exemple, qui étudie si un problème est difficile ou facile. Donc c'est très connu, ça. Donc les informaticiens savent classer les problèmes par difficulté, ça s'appelle des classes de complexité, et c'est bien établi, mais ça a été complètement bouleversé par l'apparition du calcul quantique. Donc maintenant, il y a une sous-branche de l'algorithmique qui est l'algorithmique quantique, parce qu'en changeant la nature physique du calculateur, on a compris qu'on pouvait aussi changer la difficulté des problèmes. Et ça a été quand même un énorme bouleversement. Alors c'est un peu des maths, si vous voulez, c'est la théorie de la complexité. Donc c'est des aspects, et il y a les gens qui font de la computer science, comme on dit, il y a une version quantique de la computer science qui est de savoir ce que peut faire dans ce type de problématique. On ne s'intéresse pas du tout à la réalisation de l'ordinateur quantique, on imagine juste qu'on en a un, et puis on examine tout ce qu'on pourrait faire avec. Et ça c'est un domaine très actif, c'est des maths en fait. Oui, oui, donc dans les mesures quantiques, il y a énormément d'incertitudes. Vous avez montré qu'à chaque fois, il y avait un aspect de probabilité. Oui. Alors comment se fait-il que quand on fait un calcul avec un ordinateur quantique, on obtienne un résultat précis, sinon... oui, alors c'est un peu compliqué. Disons que... pour bien comprendre, il faut voir comment fonctionne l'algorithme de Shor, mais c'est un petit peu compliqué aussi.
on peut dire que pour factoriser deux grands nombres, il faut trouver quelque chose, en fait. Il faut trouver un autre nombre qui sert d'auxiliaire. Et en fait, ce que donne le résultat du calcul quantique, c'est une espèce d'indice. Ce n'est pas forcément le bon résultat. Mais avec cet indice, on peut vérifier tout de suite très rapidement si le résultat est bon ou pas. Et si ça ne marche pas, on recommence. Donc éventuellement, on s'y prend à plusieurs fois. Mais même en s'y prenant à plusieurs fois, le temps global de calcul reste exponentiellement plus court. Donc on peut gérer, comme on dit, le fait que le résultat ne soit pas complètement déterministe. Ça fonctionne, c'est pas incompatible avec l'algorithme. Oui, je comprends. Merci. Oui, merci. Ce n'est pas une question, c'est une petite réflexion. Je vous remercie de tout ce que vous avez dit. Juste l'intervenant précédent, enfin la question précédente, sur les mathématiques. Moi-même, j'étais physicien, ingénieur au CEA, tout ça, je suis à la retraite. Je m'intéresse beaucoup à ces questions-là, c'est pas du tout mon domaine. Hein. Je m'intéresse beaucoup à la vulgarisation scientifique et tout. Et malheureusement, alors, pourquoi je dis tout ça? Parce que je connais plein de gens dans la sphère de mes amis, rien qu'à l'évocation du mot de mathématiques, ils ont de l'urticaire et c'est comme s'ils avaient des envies de vomir. Oh. Mais je parle, mais je l'ai déjà vu, hein, enfin vomir peut-être pas, mais et puis la moindre équation, voilà. Or, il faut dire et répéter, mais dire et répéter que derrière tout ça, vous l'avez dit, et je vous en remercie, parce que tous vos confrères et les miens quand je travaillais ne le disent pas souvent. Pourquoi? Il faut dire que derrière tout ça, il y a des équations avec de l'algèbre linéaire peut-être dans des espaces complexes et tout. Rien que de dire ça va donner de l'urticaire à certaines personnes dans la salle. J'assume ce que je dis, mais il faut le dire. Et si on a le temps, c'est toujours une question de temps, je suis d'accord, on peut expliquer ces choses-là de manière relativement simple, vulgarisé au bon sens du mot, mais ça nécessite tout un travail de digestion et pour ne pas dire trop de bêtises, parce que dès qu'on vulgarise, on garde toujours une part de vérité, mathématiques, physique, etc., mais on introduit souvent aussi des aspects qui ne sont pas corrects. Alors, je ne veux pas m'étendre là-dessus, hein, tout ça, mais merci beaucoup, mais il faut le dire et le répéter, comme F égale M gamma et B à bas, ça fait bas, ça fait des années et des années qu'on répète ça, il ne faut pas s'arrêter de le répéter pour que ça rentre dans la caboche des gens. Et je remarque une chose, aujourd'hui, dernière remarque, l'assistance est plutôt clairsemée. Quand M. Haroche est venu, c'était plein à craquer. Ah, j'ai pas encore aussi, le prix c'est... Non, mais peu importe, prix Nobel ou pas prix Nobel. Mais je trouve que c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, c'était peut-être plus technique, enfin, peut-être. Hein. Eh bien, dès que c'est plus technique, il n'y a plus personne, ou très peu. Je le regrette profondément au fond de mes tripes, de physicien, à la retraite. Je ne suis pas fâché. Et pour les mathématiques, oui, pour ce qui est du formalisme mathématique, en fait, j'ai quand même une certaine expérience à la fois de séminaires généraux comme ça, et puis j'enseigne aussi. Donc le formalisme, il doit être enseigné. Il est extrêmement difficile à communiquer dans un séminaire général, parce que je pourrais vous mettre des bras et des quêtes, ça n'irait nulle part, ça vous dirait juste rien du tout. Par contre, l'apprendre, je vous dis, je le fais aussi. Ça s'enseigne très bien. C'est facile à enseigner, en fait, parce que c'est pour ça que je dis que les mathématiques ne sont pas très compliquées et elles sont assez faciles à enseigner, mais il faut vouloir les apprendre. C'est comme quand on veut apprendre à jouer du violon, il faut s'y coller, quoi. Donc, et si on n'a pas envie de jouer du violon, c'est pas la peine qu'on vous explique comment jouer du violon. On va prendre peut-être 2 questions et on arrête, s'il vous plaît. Monsieur, merci pour votre exposé. Je suis un ancien élève de Télécom Paris Tech, donc ça m'a rappelé les braquettes, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Donc j'ai bouffé pas mal de maths. J'avais une question au regard des codes correcteurs d'erreurs, sur lesquels je travaille encore. Oui. Est-ce que, au regard donc la mécanique quantique actuelle, donc des nouvelles, enfin, je dirais des utilisations qu'on pourra faire dans un temps pour l'instant inconnu,
notamment sur les corrections d'erreurs de transmission. Est-ce qu'on peut aujourd'hui évaluer mathématiquement ou de façon empirique le gain par rapport à la technique classique des codes correcteurs d'erreurs qu'on met dans les trames de transmission avec un overhead de temps, que vous connaissez parfaitement. Oui, je connais, oui. Je vous remercie. Disons que la problématique est un peu différente. Normalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un principe de base des codes correcteurs, c'est plus ou moins la redondance. Donc, on copie le qubit plusieurs fois. On copie le bit plusieurs fois. Quantiquement, on ne peut pas faire ça. Donc, parce qu'il y a le théorème de non-clonage qui vous dit, si vous avez, c'est exactement comme mon photon polarisé tout à l'heure, si je vous donne un photon polarisé, c'est-à-dire un bit que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas le copier. Donc le corriger, c'est non trivial, mais il y a quand même des techniques qui permettent de le corriger. Donc l'essentiel des efforts sur les codes correcteurs quantiques est dans le mot quantique. C'est-à-dire qu'on essaye de faire des codes qui gèrent justement toutes les contraintes liées à la... Alors, et après, donc les théoriciens, enfin les gens qui font de l'information quantique, justement, essayent de prendre des codes, des structures de code connus classiquement, les LDPC par exemple, si vous connaissez. Vous prenez les LDPC classiques et est-ce qu'il existe un correspondant quantique des LDPC? Donc il y a des recherches là-dessus à l'INRIA par exemple. Quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Tillich, si vous pouvez... Donc on ne peut pas faire de comparaison complètement terme à terme en quelque sorte, parce que ce n'est pas le même type d'erreur qu'on corrige. Est-ce que je suis clair? Plus ou moins. Oui, bonjour. À la fin de votre exposé, vous parlez de différents supports possibles pour les qubits. Oui. Donc les ions ou les photons ou les électrons dans les matériaux supraconducteurs. Oui. Est-ce que entre ces différents supports, moi il me semblait que c'était les photons quand même qui étaient... Est-ce que les photons n'ont pas un avantage par rapport aux autres du fait de leur vitesse de déplacement et de la taille, de leur taille? Oui, bien sûr, ils ont des très gros avantages et des très gros inconvénients. Le très gros avantage, c'est que c'est d'excellents qubits qui sont stables, qui ne décohèrent pas, qui ont à peu près toutes les qualités. Et c'est pour ça que la cryptographie quantique marche si bien, en fait. Ils ont par contre un énorme inconvénient, c'est que faire interagir deux photons, c'est atrocement difficile. Donc c'est extrêmement facile de manipuler des qubits individuels quand c'est des photons. C'est extrêmement difficile de faire des opérations logiques entre deux qubits. Et alors je sais très bien parce qu'on travaille là-dessus. Et donc actuellement on se donne un mal de chien pour essayer de faire interagir deux photons de manière à faire une opération logique, par exemple. Mais ça c'est justement, vous savez très bien que la lumière n'interagit pas avec la lumière. Donc au niveau des photons c'est pareil. Si vous prenez deux photons, ils se croisent sans se voir. Si vous voulez faire en sorte qu'il y ait une opération logique, un ou exclusif, un et, n'importe quoi, entre les fameuses polarisations des photons, par exemple, il faut qu'ils interagissent. Et donc, pour les faire interagir, il faut passer par un milieu matériel, et un milieu matériel qui est capable de faire interagir des photons en préservant leur cohérence, etc. Ça devient un problème très connu et très ancien, mais très difficile. Donc, si on savait faire des portes logiques entre photons, les photons seraient très bien. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore. Mais on essaye aussi, on essaye tout. Pardon ? C'est pas impossible. Par exemple, dans les expériences de Serge Haroche, vous avez vu interagir des photons via des atomes. C'est ce qu'il fait dans ces expériences. Quand il prépare des chats de Schrödinger, par exemple, vous avez dû voir ça. C'est une interaction entre photons qui est médiée par la présence d'un atome dans la cavité. Mais c'est des expériences cryogéniques compliquées. Il n'y a pas beaucoup de photons. Donc c'est des photons micro-ondes, c'est pas des photons optiques. Ils ne peuvent pas sortir de la cavité, on ne peut pas les extraire et les remettre. Donc c'est pas interdit par la physique, mais c'est juste difficile, comme beaucoup d'autres. C'est pour ça que je vous dis, tous ces trucs, pour chacun d'entre eux, je peux vous donner les avantages et les inconvénients. Les photons se propagent bien, ils sont très stables, mais ils interagissent mal, etc. Bien. Merci. Merci, Monsieur Philippe Granger.